Bonjour à toutes et bonjour à tous, toujours sur la tribune, partageons l'économie, RSE, le temps des actes. Nous allons parler maintenant, on en a déjà un peu, si vous nous avez suivis depuis ce matin, évoqué les questions évidemment majeures que sont la bataille États-Unis, Europe, Chine pour la domination du monde écologique de demain. Et dans cette bataille, il y a une bataille des normes. On a vu avec Pascal Canfin tous les textes qui accompagnent le Green Deal, qui n'est pas que de l'argent, qui est également de la réglementation, des nouvelles usages aussi et comportements, qui vont, des incitations, comme on dit en économie, qui vont arriver et changer la façon dont les entreprises vont devoir agir. Ce sont des changements absolument majeurs qui concernent évidemment cette économie du capitalisme durable. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Julie Ansidei, qui est responsable de l'unité stratégie et finances durables, justement, et secrétaire du comité exécutif de l'autorité des marchés financiers. Bonjour Julie Ansidei, merci d'être avec nous. À distance, Patrick Dumière, qui est professeur à Centrale Paris et qui est également professeur à Sciences Po de Sustainable Business Model, et il travaille beaucoup sur ces questions de la durabilité. Merci Patrick, qui est un complice de la tribune, auteur régulier de tribune chez nous dans la tribune. Bonjour à toi. Alors, oui, bonjour. Je pense que tu m'entends, Philippe? Oui, absolument. On va donner la parole dans une minute. Parfait. Et enfin, Philippe Portier, qui est associé au cabinet Jantet et qui connaît beaucoup ces sujets et qui vient de prendre, avec le cabinet Jantet, une initiative importante dans le domaine de l'éthique, des affaires et des droits humains. Et donc, on va y revenir. Peut-être, Patrick Dumière, ce que je voudrais que vous commenciez à faire, c'est peut-être de nous dire en quelques mots de quelles normes on parle. On en a parlé un peu avec Pascal Canfin. Il a été, je trouve, très très clair tout à l'heure sur l'ampleur de la dynamique qui est à l'œuvre au niveau européen. Mais comme il le disait, je pense que c'est intéressant de prendre conscience de l'ampleur de ces changements et de leur mécanique, et de leur logique et de leur mécanique. Merci Philippe de cette occasion d'échanger avec les uns et les autres, et bravo à la tribune d'approfondir ces questions et de les rendre, je l'espère, accessibles au plus grand nombre, alors qu'on est rentré dans une période très intense, à la fois de régulation, en même temps de compétition sur ces sujets, et avec des perspectives de rupture probablement dans l'économie attachée à toutes ces questions. Donc la norme qui est le sujet de notre discussion, la norme c'est quoi? C'est à un moment donné, c'est soit une convention entre les parties, donc on a des normes privées, soit c'est une forme de contrainte soutenue par la loi ou les cadres internationaux, et donc c'est la norme publique, et la norme, elle fixe les règles que les entreprises acceptent ou doivent subir sur ces questions-là. Donc, c'est d'autant plus important le débat des normes qu'aujourd'hui, rappelons-le, sur ce champ de l'économie, on va dire, durable, sustainable, je ne vois pas le mot RSE volontairement, qui est un peu un paysage ancien, sur la question de la sustainability, de la durabilité, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas, quasiment pas de cadre international, il n'y a quasiment pas de normes, pour une raison très simple, c'est que la doctrine libérale, néolibérale même, sur laquelle on fonctionne, incarnée par les accords de libre-échange et l'OMC, elle l'excluait dans les contrats, tout ce qui est normes, au-delà des tarifs et des conditions tarifaires, ça ne devait pas. Du reste, la première norme qui a été bâtie en 2010 sur le sujet, l'ISO 26000, ISO privé, adoptée par 120 pays néanmoins, sauf les États-Unis, elle ne devait pas être certifiable parce qu'il n'était pas question que ça intervienne dans les contrats privés. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la durabilité, alors par exemple en Europe ou en France, que l'on pousse, c'est une des caractéristiques de cette norme d'équilibre normatif, c'est qu'il est sans sanction, par exemple. Bon, il y a très peu de sanctions, alors, sauf quand on est sur des sujets, si on les étend, au droit de la concurrence, au droit de la consommation et autres, mais globalement sur ce qu'on va appeler par exemple l'information, on va y venir, l'information extra-financière, donc qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs, aux marchés financiers, et comment on rapporte, eh bien ça a été une construction très lente qui date quand même depuis en France 2001, en Europe avec la DPEF de 2014 et qui là vient d'être renouvelée fortement, on est quand même dans un édifice assez
assez récent, peu contraignant, très peu contraignant. Et donc, la question, c'est que on n'ose pas trop avancer parce qu'on n'ose pas trop bousculer le modèle international qui, là-dessus, frotte beaucoup parce qu'on est dans un enjeu géopolitique. Est-ce qu'on peut mettre des règles à la mondialisation aujourd'hui qui vont contraindre le comportement des entreprises, donc la microéconomie? Pour l'instant, le jeu géopolitique dit non. Il dit non. Les Américains, là-dessus, ont freiné beaucoup. Alors, on va y venir. Il y a aujourd'hui des évolutions très, 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 très fortes. Les Chinois disent c'est nous qui allons faire ceci, et l'Europe dit j'avance tout seul. Bon. Et donc, soit on prend les normes techniques qui sont au lieu, qui ont trait à la circularité, à l'information des produits, à l'intensité carbone, etc. Et ça avance dans des cénacles techniques et autres. Soit on parle de l'information extra-financière, donc qui vient en plus, et la personne de l'AMF là-dessus donnera son point de vue, puisque les marchés financiers sont proactifs, sont fortement proactifs, ceci, à partir du moment où ils ont considéré que ça avait un impact sur la valeur, et là donc, ils poussent de façon, je trouve, remarquable, mais pour autant, on n'a pas gagné, on n'a pas standardisé, on n'a pas installé des dispositifs qui sont consensuels et encore moins internationaux et encore moins opposables et suivis. Donc, on est vraiment à mi-chemin aujourd'hui dans cette construction-là et sur une toile de fond avec un sous-jacent qui est une bataille géopolitique entre les États-Unis, alors sur la partie financière, qui sont en train de gagner la partie, pour y venir et j'argumenterai un peu plus sur ce qui se passe, sur la naïveté européenne en la matière qui se poursuit, et puis sur d'autres sujets sur lesquels finalement nous, on fait un concours de vertu, bravo, formidable, je suis ravi que les entreprises européennes soient responsables et durables, il n'empêche que on n'est pas encore en train de faire de l'extraterritorialité, c'est ça l'enjeu majeur, c'est-à-dire de dire aux entreprises qui viennent faire du business chez nous, vous devez le faire sans dumping et en respectant les choses. Donc la bataille des normes, elle est vraiment en risque, elle est au début et elle est à gagner. Merci Patrick de porter ce paysage. Peut-être donner effectivement la parole à Julien Ancidei sur néanmoins ce que nous annonçait Pascal Canfin, puisqu'on s'approche d'une définition quand même du reporting extra-financier. Et ce que disait Pascal Canfin, que je trouvais intéressant, et c'est là où quelque part, je dirais pas la NAS, mais en tout cas une certaine mécanique est en train de se mettre en place, comme il le décrivait, c'est qu'entre la taxonomie, l'extra-financier qui va se rapprocher du financier pour définir la valeur finalement d'une entreprise durable de demain, on voit bien que quand même la situation, le paysage dans lequel se meuvent les entreprises est en train de changer. Ouais, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Peut-être revenir aussi sur le contexte international avant de passer effectivement à l'européen et à tout ce qui se passe en ce moment au niveau européen. Effectivement, l'intervenant avait complètement raison, c'est un univers qui est encore à construire et politiquement, c'était des sujets extrêmement difficiles. Je trouve que quand même, puisque le combat et le titre du panel était assez guerrier, il y a quand même une première bataille qui a été gagnée, qui est que ces sujets ne sont pas seulement maintenant européens, mais sont aussi discutés complètement sur la scène internationale. Et on a vu quand même un basculement assez net depuis 1 an, 2 ans, du côté du secteur privé, mais aussi du côté des superviseurs. Et en tout cas, c'est ce qu'on a senti, et avec une accélération cette dernière année. Et donc, la question de, effectivement, la performance extra-financière, la prise en compte des considérations environnementales et sociales, ce sont des sujets, et poussés notamment par le climat, bien sûr, qui sont abordés de façon plus consensuelle au niveau international, encore une fois, en tout cas du point de vue financier. Donc, je reviendrai sur ce qu'on fait au niveau international ensuite, mais au niveau européen, effectivement, ça va très vite. Et je suis assez d'accord avec le panorama qui a été réglé et qui a été brossé. On avait un certain nombre d'outils, déjà des directives, on avait un cadre français qui était assez en avance, mais dans l'ensemble, encore une masse d'informations extra-financières qu'il restait à standardiser, à normaliser, on y vient, et puis aussi à étendre le champ des entreprises soumises à ces nouvelles obligations. Donc ça, c'est sur les rails, et la Commission européenne, effectivement, a publié en avril une proposition de révision de la directive sur le reporting extra-financier, avec un calendrier très ambitieux, et dans le même temps, elle a déjà demandé en fin d'année dernière à l'EFRAG, donc le Conseil
le groupe consultatif sur le reporting financier, d'avancer sur un standard. Donc il y a les deux niveaux qui se jouent en ce moment. Le niveau plus politique, de savoir ce qu'on veut en termes de reporting extra-financier pour les entreprises en Europe. Et puis déjà, ce travail de normalisation, parce qu'effectivement, il faut aller plus dans la granularité de ce que l'on demande aux entreprises. Et je crois que les entreprises elles-mêmes demandent un peu plus de clarté dans ce qui est attendu. Donc effectivement, un chantier qui s'ouvre, qui est colossal. Et je crois que Pascal Canfin l'a dit tout à l'heure, et les autres intervenants aussi, qui s'intègrent, et c'est ça la véritable différence de l'Europe aussi, c'est que ce cadre s'intègre dans un plan d'action qui est beaucoup plus large pour la finance durable, mais aussi effectivement pour les objectifs en matière de durabilité de l'Union européenne, et avec tout un tas de réformes déjà en place du côté de la taxonomie, mais aussi des investisseurs. Philippe Portier, vous êtes donc, je disais, associé au cabinet Jantet. Qu'est-ce que le juriste que vous êtes dit de la... Est-ce qu'on est dans le domaine de la soft law? Est-ce qu'on est dans le domaine, on l'a pas mal dit sur la RSE jusqu'à présent, c'était le monde de la communication. Et est-ce qu'on est en train de rentrer dans un monde du droit plus dur, de la norme, effectivement? Quel est le mouvement que vous voyez se dessiner avec des conséquences très concrètes dans la façon dont les entreprises vont devoir les prendre en compte? Effectivement, je crois que la difficulté pour communiquer sur ces problématiques, qui sont elles-mêmes complexes, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité. On parle d'énormément de choses. Aujourd'hui, le concept RSE, qu'on peut garder pour les besoins de la cause, peut inclure des chapitres évidemment sur l'environnement, sur les impacts sociaux de l'entreprise, mais encore tout ça n'est pas défini. On voit apparaître des textes sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la sécurité. Donc on aborde de plus en plus de choses, et puis on aborde aussi des débats plus sociétaux, comme l'inclusion. On en a parlé tout à l'heure. L'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, etc. Donc il y a aujourd'hui je dirais une toile de fond qui est extrêmement bigarrée, d'un certain nombre d'injonctions qui sont faites de manière universelle, avec des degrés plus ou moins marqués, mais aux entreprises de promouvoir quelque chose là-dedans. Donc ça, c'est la toile de fond, je dirais qu'elle est assez commune. Le problème, c'est que dedans, quand on fait du droit, ce qui est mon cas, on a besoin de choses précises. On a besoin de savoir d'où on part, où on doit arriver et comment on y va. Et la difficulté depuis quelques années, c'est qu'on est passé de pas mal de logiques différentes. Et d'ailleurs, ces logiques permettent aussi d'illustrer l'influence du monde anglo-saxon et la réponse, on va dire, qui peut être faite en Europe. L'influence du monde anglo-saxon, c'est la dynamique de la soft law. C'est, en gros, on fixe un cadre assez général ou précis, peu importe. Évidemment, il y a des lois à respecter, mais on va fixer un cadre qui va engager les sociétés et on va avancer dans cette direction sur le terrain de la transparence. Et ça, c'est la dynamique initiale de la loi NRE de 2001 qui se traduit aujourd'hui par l'ordonnance de 2017 sur la déclaration de performance non financière et qui serait éventuellement modifiée demain par l'impact d'une directive. L'autre problème, je passe vite, c'est qu'on parle souvent plus de ce qui va arriver que de ce qui existe. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'une fuite en avant et que c'est demain que ça va se passer, alors que c'est déjà aujourd'hui que c'est en train d'arriver. Donc, mais cette dynamique-là a créé un premier champ qui est un champ qui est faiblement juridique, puisque l'obligation, c'est de communiquer, c'est de publier, c'est une déclaration, et de publier des choses qui sont listées, mais qui ne sont pas très normées. Donc à partir de là, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises d'être vertueuses, entre guillemets, mais il y a l'obligation de communiquer. Elles pourraient aussi bien, de manière cynique, dire « oui, on a un impact négatif sur l'environnement dans notre plantation d'huile de palmier quelque part, mais on ne fait rien parce que ça nous coûterait de l'argent ». Et elles auraient répondu d'une certaine manière à la case « qu'est-ce que vous faites ?» La réponse est rien. Donc on a créé une première dynamique très anglo-saxonne, on pourrait dire un petit peu hypocrite d'une certaine manière, consistant à dire on va communiquer et après on va jouer le jeu des marchés qui vont ou pas, choisir les entreprises qu'elles jugeront les plus qualitatives. Et c'est un peu l'idée de la plateforme. C'est la finance qui fait le tri. L'idée de la finance qui fait le tri, sauf qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui viennent faire le tri. Il y a les talents, on en a parlé, les ressources humaines. Les salariés, est-ce les qu'on jeunes attire diplômés, encore des entreprises avec simplement des déclarations et pas souvent de contenu. C'est quand même le préambule de la position du Parlement européen de mars dernier que de dire, malgré tout ça, on n'arrive pas à beaucoup de résultats. Il y a énormément de poids sur les entreprises, de communiquer,
Aujourd'hui, on va les aider à s'y retrouver avec des normes. Après, on va les classer, et c'est l'idée de la plateforme dont Madame Grégoire parlait. Donc voilà, et tout ça, c'est une dynamique déclarative pour les entreprises sur leurs engagements RSE. Voilà. Alors là, pour l'instant, on est dans la logique anglo-saxonne, en quelque sorte. C'est vous devez dire ce que vous faites, mais vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose. Et l'obligation de faire quelque chose va venir par des pressions exogènes, et vous serez jugé par rapport à ça. Donc c'est une dynamique qui est intéressante, mais qui n'a pas produit énormément d'effets jusqu'à présent. Et c'est là qu'on voit apparaître une autre tentation, qui est beaucoup plus à la française, dans un premier temps, puisqu'on peut parler de la manière d'aborder la lutte contre la corruption dans la loi Sapin 2, ou de la manière d'aborder les droits de l'homme, les libertés fondamentales, l'environnement, dans la loi sur le devoir de vigilance de 2017. Et là, on est plus simplement, on est sur une double obligation, une obligation de résultat. Parce que tout à l'heure, Patrick parlait de normes juridiques. Oui, mais dans les normes juridiques, il y a des normes avec une obligation de résultat et d'autres avec une obligation de moyens. Le résultat, dans les deux cas, c'est de faire quelque chose. Publier, dans un premier cas, et être vigilant et publier également son plan, mettre en place un plan de vigilance dans le second cas. Donc certaines entreprises doivent mettre en place un plan de vigilance, ça c'est une obligation de résultat. Alors, elle n'est pas tout à fait sanctionnée, mais enfin, la mouvance est là, et on voit que dans les projets européens, les Allemands déjà sont en avant. Le patronat européen qui s'en était... On commence à avancer dans une logique Sapin 2 avec l'idée d'une agence, d'une autorité qui pourrait venir sanctionner l'absence de plan. Première obligation, donc une obligation pas simplement de communiquer, mais de faire quelque chose, c'est-à-dire mettre en place un plan de vigilance. Ce plan de vigilance consiste à dire à toute sa chaîne de valeur, faites attention à ce que vous faites, analysez vos impacts, analysez vos externalités négatives, et faites quelque chose. Et là, c'est la deuxième composante, c'est qu'il y a une injonction de faire, il y a une injonction de corriger. C'est plus simplement de communiquer sur ce qu'on fait, c'est de faire quelque chose et de communiquer sur ce qu'on a fait. Et la nuance, elle est technique, mais juridiquement, elle est essentielle. Et cette dynamique-là, elle est peut-être plus profonde encore que la première, qui continue sur l'ère de la notion de communication. Et celle-là, elle vient toucher véritablement. Et c'est en ça que nous, juristes, on se sent beaucoup plus partie prenante à ce deuxième volet, en quelque sorte, puisque le premier, finalement, d'un point de vue juridique, ne soulève pas énormément de difficultés. En revanche, le second en soulève énormément. Merci beaucoup, Philippe Portier. Alors, je me tourne de nouveau vers Julien Sidey, parce que tout ceci, évidemment, derrière, c'est qui contrôle, qui supervise, qui dit que les règles sont respectées. L'autorité des marchés financiers, c'est en partie sa mission, enfin, en tout cas pour ce qui est l'univers de l'appel à l'épargne, à l'appel public à l'épargne. Comment est-ce que vous voyez arriver, vous, l'impact de cette durabilité, de cette sustainability avec, on vient de le voir, les deux schémas possibles, mais notamment le schéma européen, d'un droit plus positif dans votre activité? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la surveillance de l'information financière et extra-financière? Ouais, donc c'est tout à fait dans nos missions pour les entreprises cotées en tout cas, et puis pour toutes les nouvelles obligations qui incombent cette fois-ci aux investisseurs. Qui se revendiquent ESG, etc. Qui se revendiquent ou pas, puisque maintenant les nouvelles obligations introduites par le plan d'action pour la finance durable s'imposent aux gérants et aux investisseurs. Tous, et avec, encore une fois, je vous rejoins, des obligations plutôt de transparence, des obligations aussi qui portent sur la gestion des risques pour un investisseur de durabilité, et donc pour lesquels ils vont avoir aussi besoin de cette information de la part des entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un puzzle qui est en train de se construire au niveau européen, où on a créé des incitations, en commençant un peu par le bout de la chaîne avec les investisseurs, mais on est en train de remonter effectivement jusqu'aux entreprises. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans le cadre actuel tel qu'il a été décrit, des déclarations de performance extra-financière, c'est compliqué le boulot. C'est compliqué le boulot des entreprises, et c'est compliqué le boulot du superviseur pour apprécier ces éléments, puisque même si le cadre est déjà là, l'analyse de matérialité, la double matérialité qui était déjà présente, c'est-à-dire à la fois l'impact des facteurs environnementaux et sociaux sur la performance financière et la survie de l'entreprise, la résilience, mais aussi comment est-ce que cette entreprise effectivement impacte le champ dont vous parliez, le climat ou la société en général. Donc cette double matérialité, elle était déjà présente, mais avec effectivement une flexibilité dans la façon de présenter, des standards privés qui existent et qui n'ont pas forcément la même optique, qui peuvent se compléter, et donc la voie de la normalisation qui s'engage avec les travaux de l'EFRAG et la révision de la directive extra-financière vont être une aide pour le superviseur, mais avant tout aussi pour les entreprises et pour les investisseurs qui vont pouvoir utiliser de façon plus comparable les informations.
aussi des obligations de vérification qui existent en France, mais pas forcément dans le reste de l'Europe. Plus d'entreprises qui reportent et encore une fois, plus de comparabilité, par exemple en centrant sur des indicateurs aussi normés dans la façon dont ils sont élaborés. On en a parlé, je vous relance sur un point, parce qu'on en a parlé beaucoup aujourd'hui, avec Lucie Pinson pour l'ONG Reclaim Finance, mais pour d'autres intervenants. Tous ces sujets sont en train de la RSE, de la durabilité du climat, sont en train d'arriver dans les résolutions des assemblées générales. Ça devient un des points importants, voire centraux. Là, on rentre dans cette saison, comme on dit, des assemblées générales des grands groupes. Et Total, par exemple, dès la semaine prochaine, va être sous le feu de l'actualité, en tout cas de la surveillance sur ce plan-là. Mais ce n'est pas le seul. Évidemment, ils sont un peu emblématiques pour les raisons que chacun imagine. Toutes les entreprises cotées vont-elles aujourd'hui devoir se reporter effectivement sur ces critères-là? Et comment est-ce que l'AMF va veiller à ce que... comment ça se passe de votre point de vue, en tout cas, au niveau de la communication avec les actionnaires? Je pense qu'effectivement, au-delà de la loi et de l'incitation législative ou réglementaire, la pression des investisseurs pour plus de transparence, elle est réelle. On l'a vu vraiment très nettement s'accélérer, y compris des investisseurs anglo-saxons. Mais maintenant, je pense qu'effectivement, on est en train d'évoluer. Donc, il y a le cadre de reporting de la TCFD. On a vu, effectivement, qui est un cadre volontaire international de reporting climat pour les entreprises, qui est vraiment de donner des informations sur la façon dont l'entreprise peut être affectée par le changement climatique, mais qui reste volontaire. Et donc, on a vu cette pression des investisseurs pour que les entreprises donnent plus de transparence. Je pense qu'ensuite, on commence à avoir plus de pression pour que ça soit de la bonne information. Et l'enjeu est vraiment là, c'est-à-dire que l'information soit utile, pertinente à la décision des investisseurs et plus généralement des autres parties prenantes et de Lucie Pinson. Et un dernier élément, c'est effectivement j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais... Bon, c'est pas grave, ça vous reviendra. Je me retourne vers Patrick Dumière sur... le dernier élément, c'est au-delà de la transparence, c'est effectivement d'interroger les entreprises sur leur stratégie. Et c'est là où on arrive dans le dialogue avec l'Assemblée générale. Pardon, merci beaucoup. Patrick Dumière, vous avez évoqué, quand j'avais préparé avec vous cette émission, Bruxelles fait preuve, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, d'une forme d'atlantisme économique. Il y a une pensée un peu libérale anglo-saxonne qui reste dominante. On parle plutôt de la Commission peut-être que du Parlement. Et est-ce que donc dans l'élaboration de ces changements de ces normes, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on est capable de définir un leadership européen, ou est-ce qu'on a déjà renoncé et donné le pouvoir à BlackRock et à la définition de la norme par Larry Fink? Alors, je réponds directement, Philippe, à cette question. Je pense que l'Europe se réveille, l'Europe est active, l'Europe, elle cherche, mais nous devons livrer une bataille de normes dans les 2-3 ans qui viennent, qui va être totalement déterminante, pour un certain nombre de raisons qu'il faut comprendre, non pas parce que les Américains veulent tout dominer le monde, etc., et qu'il y a là-dessus une sorte de volonté hyperpuissance qu'on ne voit pas. Non, c'est parce qu'il y a derrière ça des enjeux tout à fait considérable et une appréciation de ces enjeux qui n'est pas la même ici et là. Dans le panorama qu'a fait Maître Bottier tout à l'heure, il faut quand même, pour comprendre tout ça, se dire que non, ça n'est pas aussi confus et ça n'est pas aussi dispersé qu'on veut bien le dire. Il existe des référentiels aujourd'hui, mais ils sont dans la démarche qui est celle de la doctrine vraiment, encore une fois, libérale, c'est-à-dire que les entreprises doivent à la fois produire de l'emploi et des produits, d'innovation, et en même temps, il faut qu'elles le fassent avec le moins d'externalités possible. On travaille sur et on est d'accord à Bruxelles et à Washington de la même manière là-dessus, mais nous avons aujourd'hui un référentiel qui est celui des objectifs du développement durable, par rapport auquel on peut se situer tout à fait, que la nouvelle définition 1833 du Code civil, la loi Pacte en France, a dit les entreprises doivent tenir compte, prendre en considération leurs enjeux sociaux. Enfin, je veux dire, on a quand même une construction aujourd'hui, et le débat n'est pas la construction, elle est acquise, elle se fait, c'est la vitesse. Et les Américains aujourd'hui, à travers leur machinerie de SASB, avec la SEC, avec l'ensemble des acteurs, des investisseurs qui sont derrière, c'est-à-dire essentiellement l'asset management américain qui pèse en milliers de millions de dollars, de milliards de dollars, face à nous, il dit voilà moi ce que je veux savoir, et voilà par
partir de quoi dans ce jeu qui reste encore une fois fondamentalement en Occident volontaire? Comment dans ce jeu-là je fais en sorte de y aller avec mes critères à ma vitesse? Et l'Europe qui colle aux accords de Paris sur la question climat et sur d'autres choses, et sur le social, typiquement la question de la parité et d'autres, dit nous on veut y aller plus vite et plus fort. Bah, donc, et c'est ça que vous appelez une forme de naïveté de l'Europe, avec un risque pour que les entreprises européennes, finalement, dans le level playing field mondial, se retrouvent pénalisées. C'est ça votre crainte? Oui, enfin, non, pas vraiment. La problématique, c'est que l'Europe dit, entreprise cotée, vous allez, et grande entreprise, vous allez devoir rapporter comme ça, très bien. Bon, so what? Ça, personne ne le lit dans les rapports. Les rapports, je le dis pour être un acteur de ces rapports, on en fait beaucoup. Nobody reads. Bon. Et donc, en revanche... l'AMF les lit. En revanche, oui, l'AMF est le concurrent. L'AMF est le concurrent. Mais en revanche, c'est les questionnaires et les datas. La guerre est une guerre de data. C'est les datas et les questionnaires que l'on donne aux investisseurs et aux agences extra-free et à tous ceux qui font des classements des indices fondamentaux, les ratings fondamentaux, qu'ils les font et qui vont donc positionner ensuite les uns et les autres, les entreprises là-dessus. Or, SASB envoie à tout le monde, à toutes les participations en Europe, en France, des questionnaires en leur disant vous devez répondre là-dessus. Bon, les entreprises françaises répondent là-dessus parce qu'elles ont 5%, 10% d'actions de BlackRock. Très bien. Et par rapport à ça, elles font leur rapport, ce qui leur fait une petite tâche de plus. Mais après, qu'est-ce qui va influencer le classement ? Qu'est-ce qui va influencer les prises de participation et les choses? Ce sont les modalités qui sont en train de se mettre en place côté américain aujourd'hui parce qu'ils collent par la puissance d'impact d'une part et ils collent à l'investisseur qui est le premier qui pèse sur ces sujets-là. Bon. Donc moi je dis formidable le travail que fait l'EFRAG, formidable la nouvelle directive CSRD et pour y travailler en plus avec, je ne vais pas m'auto-flageller. Donc tout ça est un travail formidable. Mais ça pose deux problèmes. Un, il faut le standardiser au niveau international. Et donc, il ne faut pas abandonner la bataille IFRS. Il faut absolument que l'Europe politiquement dise, dans la proposition qu'a fait la Fondation IFRS sur on fait un SSB, un Sustainability Standard Board international, il faut que l'Europe pèse et n'attende pas que les Américains s'en emparent. Ça, c'est là où il y a un risque aujourd'hui, c'est qu'on dit, nous, ça avance, on obligera les nôtres, ils feront notre boulot et le boulot des autres, et puis ça se... Non. Bien compris, Patrick, bien compris. Merci. Je passe la parole à Julie Ancilly, peut-être justement sur cette dimension Europe et internationale, vous l'avez abordé au tout début, mais effectivement, est-ce qu'on ne risque pas de nous refaire le coup des IFRS dominés par le monde anglo-saxon sur l'extra-financier ? Alors, il y a deux sujets. Effectivement, sur la norme du reporting extra-financier, comme je le disais juste au tout début, c'est quand même assez significatif de voir qu'on avance, il y a un consensus pour, au niveau international, avoir une base. Ce que j'ai entendu, c'est effectivement, maintenant, on parle de baseline. Donc, c'est voilà, un truc un peu minimal sur lequel on s'entend et qui est au niveau international. Ce qu'on entend aussi de la Commission européenne maintenant, c'est qu'effectivement, ça pourra être intégré dans le standard européen, mais on va bien au-delà parce que, comme on le disait tout au long de la journée, l'Europe est déjà au-delà, notamment dans la finance durable et aussi dans la façon de concevoir les modèles économiques. Donc, sur le reporting extra-financier, ce standard international, il va être une brique d'un ensemble plus ambitieux de la Commission, porté au niveau européen. Mais je vous rejoins, il faut que les Européens s'intéressent à ce sujet, les investisseurs européens et les entreprises européennes sur quel va être ce standard international, mais qui, encore une fois, est une base qui va commencer par le climat, par la matérialité financière. Ils vont sans doute aller au-delà du climat assez vite. Et cette idée de la double matérialité, de la matérialité environnementale et sociale, là, on n'y est certainement pas. Après, le deuxième sujet, c'est effectivement qu'est-ce que c'est quel rôle des investisseurs et comment on définit un investisseur responsable, durable, et je pense que ça aussi, là, pour la peine, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur comment ce basculement de la finance vers la finance responsable atterrit. Est-ce qu'il faut des standards minimums, des principes sur ces stratégies d'investissement responsable? Et puis, toute la chaîne, ça c'est vrai aussi, les agences de notation, les fournisseurs de data ESG, les fournisseurs d'indices, et parce que ça, c'est structurant dans l'allocation des capitaux.
Philippe Portier, vous qui conseillez beaucoup d'entreprises, et là je vois que, je le disais au début, vous avez commencé une nouvelle initiative en matière juridique en vous associant avec un autre cabinet pour vous préoccuper de la problématique du droit des affaires et des droits humains. Est-ce que c'est un nouveau champ finalement du droit des affaires ? Est-ce que ce sont que les 17 ODD, Objectifs de développement durable, ou est-ce que c'est faire rentrer la problématique de l'éthique et de la morale des affaires dans le champ de l'entreprise? Alors non, c'est pas, enfin pour répondre à l'envers, c'est pas une problématique éthique, morale, etc. Enfin, il y en a une, bien évidemment, mais nous, avocats, juristes, n'avons pas à nous préoccuper de ça. C'est pas notre champ d'intervention. Après, chacun peut avoir son regard, son engagement, mais là, on parle de tout à fait autre chose. Le droit de l'homme des affaires, ça aurait pu être une espèce d'aberration il y a encore quelques années, et puis l'ONU a commencé à s'intéresser au sujet. Il y a eu des recommandations pour les entreprises en leur rappelant qu'elles avaient une responsabilité, c'était d'appliquer les droits de l'homme. Mais tout ça, c'était encore, ce que je disais tout à l'heure, on est toujours dans les mêmes champs de soft law ou véritable droit. On a été longtemps dans la soft law. Et ce que je disais, c'est qu'il y a eu ce changement majeur dans notre approche du sujet en 2017 avec cette loi sur le devoir de vigilance qui oblige désormais les entreprises à examiner leur chaîne de valeur de bout en bout pour voir quels sont leurs impacts, leurs atteintes graves aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, etc. Et c'est parce que tout d'un coup, on a eu l'irruption du droit des affaires, des droits de l'homme, dans les problématiques d'analyse de risque, d'analyse d'impact, d'analyse de traitement des entreprises et de manière de communiquer, de traiter ça, que nous avons intégré cette brique-là dans notre offre avec mon associé Zimré, qui est un ancien de Jantet, qui était devenu ambassadeur de France aux droits de l'homme pendant longtemps et qui a toujours été très intéressé. Donc lui, il garde son autonomie sur ces sujets-là, parce que les droits de l'homme, c'est beaucoup plus large que les entreprises, mais sur le sujet spécifique des droits de l'homme, on reste chez nous. Et je dirais que la France, là, a été pionnière et est en train de diffuser. Les Allemands sont en train de mettre en place une loi assez équivalente. Les entreprises, qui sont des grandes entreprises concernées, vont diminuer en taille. Le projet de directive qui est impulsé par le Parlement européen vise toutes les sociétés cotées. On ne sait pas vers quoi ça ira, mais ça veut dire des tas de PME qui sont cotées aujourd'hui et qui demain pourraient devoir analyser de bout en bout leur chaîne de valeur, c'est-à-dire pas simplement leurs filiales, mais également leurs sous-traitants, et même la directive parle de toute la chaîne. Donc il y a un regard tout d'un coup sur toute une gamme de thématiques qui est élargie. Pour être très, très concret sur les thématiques concernées, ça va de l'affaire Rana Plaza par exemple, ça part de là. Respect du droit du travail, ça part de là. Aujourd'hui, on a vu l'affaire avec Nike, le travail des Ouïghours en Chine, le travail forcé. Qui est spécifiquement mentionné dans la position. Mais ça c'est ancien, le sujet du travail des enfants. Jusqu'où est-ce que ça peut aller et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises en termes de risque? Alors, c'est typiquement la problématique qui est posée, c'est-à-dire que le droit français en 2017 est resté très évasif. C'était, on va dire, une bouteille à la mer. Autant la loi Sapin sur la corruption était précise, on parlait d'un délit qui était inscrit dans le code pénal depuis longtemps, on l'a extraterritorialisé à cette occasion, mais c'est un autre débat. Mais là, tout d'un coup, et on dit... La loi parle des droits de l'homme, des libertés fondamentales, la santé et sécurité des personnes et l'environnement, sans préciser. Et ça, pour un juriste, ça ne veut rien dire, parce que les droits de l'homme, il y en a 50 000 références qui vont de 10 lignes quelque part jusqu'à des traités complets, etc. Donc la difficulté d'application, et c'est pour ça qu'à l'époque, d'ailleurs, le législateur avait voulu un mécanisme de sanction administrative comme on l'a sur Sapin 2 pour la corruption, et le Conseil constitutionnel avait dit non, on ne peut pas sanctionner quelque chose d'aussi flou dans ses bases. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que néanmoins, ça a créé un premier choc. On voit des ONG qui viennent chercher les entreprises qui n'ont pas bien publié ou qui sont en retard. Enfin, ça, c'est en train de bouger, mais surtout, c'est la perspective de cette directive qui pourrait soumettre ça précisément à cette autorité de sanction qui manque dans notre édifice. On sait très bien, nous, les juristes, que les tribunaux français, en particulier, ne font peur à personne. C'est comme ça. J'ai pratiqué le droit boursier pendant des années. Le prospectus liability dont on nous rebattait les oreilles qu'on a aux États-Unis à une époque, c'est-à-dire la responsabilité de celui qui raconte n'importe quoi dans sa documentation financière. Moi, j'ai jamais vu mise en cause sur le terrain du prospectus. Après, sur les informations trompeuses, etc., c'est autre chose. Donc, en réalité, nos tribunaux ne font peur à personne. Chez nous, ce qui marche, c'est le gendarme. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a le gendarme, bien évidemment, la SEC, mais ce qui fait peur, c'est les procédures internationales. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent au plea bargaining et à toutes les procédures. C'est l'extraterritorialité du droit américain. C'est la puissance, la puissance américaine. Donc en fait, entre BlackRock et l'extraterritorialité américaine, on est mal barré. Les Américains pourraient
pourraient agir... Oui, Patrick, je te donne la parole. Les Américains pourraient agir encore plus. Simplement, la Cour suprême, je crois que c'était en 2013, dans une affaire Shell, a dit on ne va pas passer notre temps à recevoir des actions d'ONG contre des boîtes sur le terrain des droits de l'homme. Heureusement, ça a créé une limite. On pourrait avoir des class actions, en revanche. Non, mais il pourrait, mais simplement, la Cour suprême dit il n'appartient pas aux tribunaux américains de se prononcer sur l'extraterritorialité tous azimuts. Et ça, c'est pourquoi ils ont fait ça, parce que simplement, les Américains ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, et là où ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, il leur paraîtrait difficile d'imposer les tribunaux américains pour traiter d'affaires traitant des atteintes aux droits de l'homme commises en dehors du territoire. Donc pour l'instant, il y a cette barrière, ça peut changer à tout moment. Mais donc la problématique qu'on a sur la corruption avec effectivement l'extraterritorialité ou sur les sanctions commerciales internationales où ils arrivent à sanctionner des boîtes européennes ou asiatiques, on ne l'a pas encore sur le territoire des droits de l'homme. C'est pour ça qu'effectivement, en termes de concurrence de place et de leadership sur le terrain de la RSE et des droits de l'homme, etc., il y a une place à prendre. Maintenant, est-ce que c'est une dynamique qui est créatrice de valeur pour nos entreprises ou est-ce qu'il va y avoir une période où ça va nous mettre dans une situation de concurrence extraordinairement défavorable par rapport aux entreprises américaines et asiatiques qui ne vont pas être assujetties aux mêmes normes? That is the question. That is the question. Et ça, c'est tout le problème. That is the question. Alors, on a 5 minutes, donc il ne faut pas que tu sois trop long. Et en peu de temps, mais je ne crois pas être le plus long, il y a ce débat est majeur. Ce débat est majeur, il résume à lui seul la question, parce que c'est une articulation entre, effectivement, respect du droit, construction de nos valeurs à travers le droit et la sanction, et puis par ailleurs la compétitivité et la capacité à faire du progrès économique. On est bien au cœur du sujet. Mais je signale à notre portier que deux cours en Angleterre et aux Pays-Bas ont jugé sur entre guillemets, les actions contre les dommages de Shell au Nigeria aujourd'hui, et qu'on avance quand même, le juge fait avancer, il y a des éléments, on verra le jugement sur Lafarge en Syrie, il y a quand même un travail qui est fait, mais la problématique est celle, vous l'avez raison, de l'extraterritorialité. Alors, Didier Reynders, qui pilote la directive sur le droit de vigilance européen, là-dessus, a l'air de vouloir avancer. Il y a un lobbying très, très fort, effectivement, des uns et des autres qui veulent empêcher, mais je dirais pas simplement d'entreprises européennes, c'est-à-dire, c'est le combat pour moi si vous voulez, Danone contre Gazprom. C'est-à-dire qu'on est en train, on laisse Gazprom caracoler, faire ce qu'il veut dans le monde, et en Europe, ils arrivent avec leurs filiales, tout est beau, tout est simple, et on dit à Total, pour prendre son concurrent, vous devez, en Birmanie et ailleurs, respecter ceci, cela. Et donc, est-ce que vraiment, là, l'Union, dans le contrôle de la durabilité de la chaîne de valeur, va enfin aller sur la totalité de la chaîne, c'est-à-dire sur l'extraterritorialité mondiale, va oser le faire? C'est à ça qu'on va juger si nous sommes capables de faire des normes de responsabilité qui ont un intérêt et qui vont construire une responsabilité de groupe. Car le problème juridique que vous posez, maître, très justement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a la responsabilité des personnes morales dans chaque pays, mais on ne l'a pas au niveau d'un groupe, et il va falloir que, du point de vue international, on dise que X, Y ou Z, quand il est présent aussi bien en Birmanie qu'en France, c'est le groupe. Et là, on aura avancé. Moi, je pense que la pression climat est telle que la pression aussi des ONG sur ces affaires de droits sociaux, de droits humains et sur les enjeux ressources est telle qu'on n'est pas très loin d'arriver à une construction normative là-dessus, quitte à le faire à partir de notre zone commerciale et notre zone euro. Bon, voilà. Ça, c'est un combat auquel certains travaillent. Déjà, ce que fait Canfin sur la taxonomie est une manière aussi de réorganiser les choses, et tout ça va se ponter dans quelque chose qui va, je termine sur ce point, Philippe, qui va enfin tirer un trait sur l'un des grands échecs de la RSE, qui est l'autorégulation qui ne sert à rien, c'est-à-dire notamment les accords OCDE, c'est-à-dire qu'il va falloir enfin judiciariser les principes directeur de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on convoque au point de contact l'entreprise qui ne fait pas bien ces trucs, puis si elle ne veut rien faire, elle ne fait rien. Bon, il faudra poursuivre l'entreprise qui est considérée comme portant atteinte aux grandes valeurs et aux grands principes. Et là, c'est le suivi de ces constructions normatives qui est en question.
Merci beaucoup Patrick, merci à tous les trois. Ce que j'ai compris de ce débat, c'est qu'il y a aussi, on le voit bien dans la bataille juridique et d'or, une bataille en réalité sur la puissance financière. Peut-être si l'Europe avait ses propres BlackRock, je rappelle que BlackRock c'est quasiment 10% de l'épargne mondiale qui est gérée dans une seule institution. Si on avait ça, et on a de l'argent en Europe, on a de l'épargne, on est un des continents les plus riches, si on avait la même puissance que ce que les États-Unis ont bâti avec le dollar, on aurait peut-être une plus grande puissance sur la bataille des normes. Mais ça sera l'enjeu peut-être d'un futur débat avec vous, Julien Ancidei, probablement que si vous acceptez de revenir, parce que je pense que le débat est loin d'être fini. Avec Philippe Portier aussi, merci beaucoup. Et merci Patrick, bon cours, puisque vous donnez un cours, c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous, vous êtes à Sciences Po. Donc continuez d'apporter la bonne parole aux étudiants français et aux jeunes qui gouverneront demain le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Philippe, merci à tous. Beaucoup.